Donc, vous avez peut-être remarqué que mon titre est le plus long parmi tous ceux qui figurent au programme. Donc, je tiens néanmoins à vous rassurer tout de suite, ma présentation sera inversement proportionnelle à la longueur de mon titre, c'est-à-dire relativement bref. Donc, dans mon titre, il est question des neurosciences et aussi du brouillage de la frontière entre préjudice émotionnel et préjudice corporel. Donc, le plan de ma présentation va aller comme suit. Je vais d'abord vous présenter l'argument inspiré des neurosciences qui vise à remettre en question la frontière entre ces deux préjudices que je viens de nommer, préjudice émotionnel et préjudice corporel. Donc, un argument inspiré des neurosciences qui milite en faveur d'une régulation accrue des propos haineux, de la parole haineuse. Dans un deuxième temps, je vais me demander si les neurosciences sont susceptibles ou non d'éclairer les débats en matière de liberté d'expression. Donc, avant de vous présenter mon argument, ou plutôt l'argument qui a été formulé par certains dans les dernières années, il faut s'intéresser aux neurosciences sur lesquelles ces auteurs s'appuient, et plus particulièrement les neurosciences du stress. Donc, l'argument que je vais vous présenter s'appuie en particulier sur une étude de Eppel et Blackburn qui a paru en 2004 dans The Proceedings of the National Academy of Sciences et qui porte sur le stress psychologique. C'est une étude qui va montrer en fait que le stress psychologique génère ce qu'on appelle du stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est du stress oxydatif? En fait, c'est un stress qui a pour conséquence de produire à l'intérieur du corps humain des molécules qui sont néfastes pour le fonctionnement des cellules et qui vont se traduire plus particulièrement par le raccourcissement de ce qu'on appelle les télomères. Donc, qu'est-ce que les télomères? En fait, sans vous faire un cours d'introduction 101 à la biologie moléculaire, les télomères, c'est une région d'ADN qui est située à l'extrémité des chromosomes et qui, en fait, contient des informations génétiques qui sont absolument essentielles au fonctionnement cellulaire et plus particulièrement au phénomène de la division cellulaire. Pour vous faire une histoire courte, lorsque les télomères disparaissent à force de se raccourcir, en fait, les cellules meurent, tout simplement. Le raccourcissement, il faut savoir une chose, c'est que le raccourcissement des télomères, c'est un phénomène tout à fait naturel qui accompagne naturellement le vieillissement. Sauf que ce que l'étude que j'ai mentionnée a montré, c'est que les personnes qui souffrent d'un stress élevé affichent eux aussi un raccourcissement des télomères. Donc, je m'excuse pour les avocats dans la salle ou les professeurs qui ont une vie très active, mais donc le stress élevé s'accompagne aussi d'un raccourcissement des télomères et d'une baisse significative de l'activité des télomères. Dans l'étude en question, on a montré que les personnes qui affichaient un stress élevé pouvaient avoir l'équivalent d'un vieillissement précoce qui va jusqu'à 10 ans par rapport à des personnes qui affichent un stress plus faible. Donc, ce que ces recherches permettent de conclure, c'est qu'on aurait tort de faire comme si ce qui est vécu à l'échelle psychologique d'une part n'a pas de répercussions à l'échelle physique, à l'échelle physiologique. En vérité, du point de vue des neurosciences, il n'y a pas d'un côté le cerveau et de l'autre côté l'esprit, suivant disons, un dualisme qu'on pourrait qualifier de cartésien. En fait, l'esprit et le corps sont inextricablement liés. Ils sont les deux faces d'une même chose, à savoir la réalité matérielle du corps humain. C'est ici qu'entre en scène, donc, l'argument neuroscientifique en faveur d'une régulation accrue du discours haineux. C'est un argument qui a été formulé à différents endroits, mais qu'on a retrouvé de la façon la plus éloquemment formulée dans une tribune du New York Times qui a paru en 2017 et qui a été écrite par la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett, qui justement a cité l'étude que je viens de vous présenter. Je traduis ici l'essentiel de son raisonnement. Selon Barrett, si les mots peuvent causer du stress et si un stress prolongé peut causer des dommages physiques, alors il semble que le discours, spécialement le discours haineux, puisse être une forme de violence. C'est l'argument que j'appelle de l'équivalence entre discours haineux et violence physique. Donc, de par la peur, l'isolement, la méfiance qu'il génère, nous dit Barrett, le discours haineux peut avoir des conséquences encore plus délétères et durables que celles d'un coup de poing.
Pierre Bosset, tout à l'heure, évoquait des propos discriminatoires qui avaient été reçus comme une gifle. Mais maintenant, ce n'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Ces conséquences ne sauraient se réduire donc à les conséquences du discours haineux, ne sauraient se réduire à un simple préjudice émotionnel. Le préjudice qui en résulte est corporel au sens fort du terme. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette réalisation scientifique, neuroscientifique, peut pour autant aider le droit à mieux tracer la ligne entre les discours licites et illicites, entre les discours qui doivent être tolérés au nom de valeurs comme la démocratie et la liberté d'expression, et les discours si outranciers et virulents qu'ils justifieraient l'intervention du droit. C'est ce que prétend Barrett dans sa tribune de 2017. Selon elle, ces découvertes scientifiques nous fournissent des repères empiriques qui vont nous permettre de mieux déterminer les propos qui franchissent la ligne d'un point de vue juridique. D'une part, selon elle, il y aurait des discours les discours qu'on pourrait qualifier de simplement offensants, qui ne causeraient qu'un stress transitoire, que le cerveau serait capable de gérer, pour ne pas dire de digérer. Et d'autre part, il y aurait les discours haineux, qui, eux, seraient assimilables à de la violence physique, étant donné leurs conséquences profondément néfastes à l'échelle cellulaire. Donc, en toute rigueur, est-ce que, c'est la question que je vais chercher, à laquelle je vais chercher à répondre pour le reste de ma présentation, en toute rigueur, est-ce que les neurosciences du stress permettent vraiment de distinguer le discours offensant du discours haineux? Eh bien, ma réponse sera négative. Donc, ma réponse sera négative, c'est-à-dire que pour les raisons que je vais exprimer jusqu'à la fin de ma présentation, je ne pense pas que les neurosciences peuvent contribuer substantiellement à la définition des contours juridiques des propos acceptables. La principale raison, c'est que lorsqu'on se penche concrètement sur les neurosciences du stress, et notamment sur l'étude de Apple et Blackburn qui a été citée par Barrett, on se rend compte qu'en fait, elles ne permettent pas du tout de faire ce que Barrett prétend qu'elles permettent de faire. Apple et Blackburn affirment elles-mêmes dans leur texte le chemin précis qui va de la perception du stress dans le cerveau jusqu'à la réduction de la longévité des cellules dans le corps n'est pas clair. Donc on ne sait pas exactement comment ça se passe. Mais ce que ceux qui mobilisent ces recherches omettent souvent de préciser, c'est vraiment un détail de taille, c'est que ce que ces études-là montrent, et en particulier celles que j'ai citées, c'est que le stress oxydatif ne découle pas seulement du stress psychologique dit objectif, c'est-à-dire un stress qu'on peut relier directement à des événements extérieurs porteurs de stress, une perte d'emploi, un divorce, la naissance d'un enfant malade, ce qu'on appelle des stresseurs objectifs. Mais le stress oxydatif, en fait, il est tout autant généré par le stress perçu, autrement dit, par celui qui résulte de nos perceptions subjectives, et donc des perceptions subjectives de l'individu. Dans les deux cas, on observe un stress toxique, et dans les deux cas, on observe un raccourcissement des télomères. En d'autres termes, les neurosciences montrent que le stress subjectivement perçu peut être aussi dommageable que le stress objectivement vécu. En fait, on pourrait même dire plus, ce que les neurosciences du stress révèlent, c'est que même le stress considéré comme objectif se trouve médié par la psychologie de la personne, par sa capacité d'adaptation, par sa résilience, par sa prédisposition ou sa tendance à interpréter certains stimuli comme des stresseurs. Il y a donc en ce sens une certaine vérité à la célèbre formule d'Épictète, le célèbre philosophe stoïcien. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Maintenant, la question qui se pose, comment la notion de stress oxydatif permettrait-elle de distinguer le discours licite du discours illicite en droit, alors même qu'elle ne permette pas de trancher entre ces sources subjectives et objectives, internes et externes? Ce qui ressort en fait ici dans mon propos, c'est une différence majeure et j'oserais dire inéliminable ou indissoluble entre la violence physique et les discours préjudiciables. En dépit de l'équivalence qu'on peut reconnaître à l'échelle neurologique entre préjudice émotionnel et préjudice corporel.
Dans le cas des voies de fait, par exemple, la chaîne causale qui relie l'acte de frapper à la blessure, elle est directe. Le nez cassé est le résultat direct du coup de poing que je donne. Mais la même chose n'est pas vraie dans le cas des discours préjudiciables. Entre le discours prononcé et ses conséquences néfastes à l'échelle physiologique, entre les mots et leur nocivité, il y a une kyrielle de facteurs intermédiaires qui vont entrer, qui vont entrer en cause finalement et qui vont influencer le degré de nocivité qui va être vécu différemment d'une personne à l'autre. Hein, le langage va être interprété d'une certaine façon en fonction de notre éducation, de nos expériences, de nos traumatismes aussi, de notre personnalité, de nos convictions idéologiques, de notre seuil de tolérance à l'inconfort et même de notre force physique. Hein. Un individu qui se sent physiquement plus faible va peut-être se sentir plus facilement menacé par un discours et donc son stress va être modulé en conséquence. Comme l'a dit avec clairvoyance la juge Beverly McLachlan dans l'arrêt Keegstra, un passage donc, de sa dissidence mais qui a été cité plus tard avec approbation dans l'arrêt Butler, il n'est simplement pas possible de déterminer avec exactitude les effets que l'expression d'un message donné aura sur tous ceux qui finiront par l'entendre. Alors, autrement dit, un discours simplement offensant pour la majorité des citoyens pourra générer un stress dévastateur pour certaines personnes. Un stress qui va être aussi toxique et néfaste que le discours haineux le serait pour d'autres. Inversement, d'aucuns ne connaîtront pas une hausse significative de leur stress oxydatif, même après avoir entendu les propos les plus incendiaires, les plus virulents. Pour toutes ces raisons, donc, je ne pense pas que le stress oxydatif puisse permettre de départager entre les discours offensants et les discours de haine. Mais rassurez-vous néanmoins, comme vous avez pu le voir aussi déjà aujourd'hui, ce que la science ne peut pas faire, le droit le peut, avec ses outils propres. On pourrait même appeler ça la spécialité du droit, hein? C'est-à-dire la spécialité du droit, c'est de tracer des frontières normatives en vue de faciliter la cohabitation entre les êtres humains qui sont souvent animés par des intérêts, des valeurs contradictoires. Et encore plus, on pourrait dire que le droit a l'habitude finalement d'opérer des distinctions binaires dans une réalité qui, elle, relève du continuum, ou qui est en soi, qui ne porte pas en elle-même les distinctions qu'on cherche à y faire pour des raisons normatives. Donc ce n'est pas parce que la réalité neurologique est silencieuse, d'une certaine manière, quant aux indices qui nous permettraient de distinguer un discours offensant d'un discours haineux, que le droit sera, lui, incapable de départager entre les deux. Comme je l'ai dit, donc, en fait, le droit, il est capable de tracer des lignes, il le fait quotidiennement, c'est aussi sa nature décisionniste, le droit doit trancher, donc il est obligé de tracer des lignes. Et il le fait avec ses outils propres, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, on pourrait encore plus précisément dire avec ses fictions propres. Hein. On a parlé du citoyen ordinaire, on a parlé de la personne raisonnable. Mais il le fait aussi, et c'est aussi le rôle du droit, en tenant compte et en pondérant toutes les valeurs qui sous-tendent la structure, et on pourrait dire même l'architecture d'une société qui se veut libre et démocratique, selon la formulation de l'article 1 de la Charte canadienne. Dans l'arrêt Keegstra, qui a été abondamment cité aujourd'hui, la Cour suprême du Canada a reconnu les préjudices psychologiques et émotionnels. Elle a reconnu que ces préjudices découlent bel et bien du discours haineux et que le désir de diminuer ces préjudices pouvait être une préoccupation urgente et réelle, légitime pour le législateur. Mais il faut se garder de se baser sur ces passages-là pour tirer des conclusions plus larges. Hein. Pierre Rainville a parlé tout à l'heure d'une rhétorique argumentative. C'est-à-dire que le droit reconnaît l'importance des préjudices psychologiques, l'importance des préjudices émotionnels qui découlent du discours haineux, mais par ailleurs, la jurisprudence en matière de discours haineux, autant en matière criminelle qu'en matière de droit de la personne, nous rappelle que, en fait, la volonté de protéger les victimes concrètement contre de tels préjudices se confronte à plusieurs limites. Et là, je vais peut-être un peu répéter des choses qui ont été dites, mais je vais essayer de les formuler autrement, de manière à ce que la répétition soit féconde. Donc, les limites qui existent en droit font en sorte que, effectivement, quiconque prétend avoir subi un préjudice psychologique en raison d'un discours qu'il estime relever de la propagande haineuse, il ne bénéficiera pas de la protection du droit.
Autrement dit, dans le délicat travail de pondération qu'effectue le droit au quotidien entre plusieurs droits et valeurs conflictuelles, la balance de la justice ne penche pas toujours en faveur des victimes qui se prétendent lésées. Et on peut donner plusieurs exemples de ça. Je vous référerai à l'article 319 du Code criminel, en particulier le paragraphe 3 qui prévoit des moyens de défense en matière d'accusation de fomentation volontaire de la haine. Et lorsqu'on lit attentivement les défenses, on voit bien que il y a d'autres valeurs qui peuvent l'emporter, comme la valeur de vérité. Donc la recherche de la vérité a été hiérarchiquement jugée supérieure au désir de limiter la haine par le législateur, et c'est pourquoi le paragraphe en question prévoit une défense de vérité, par exemple. Même chose pour l'importance du débat public, il y a effectivement une défense d'intérêt public qui est prévue au même article. Mais la principale raison sur laquelle j'aimerais insister ici, qui rend le droit réticent à rendre justice à tous les préjudices individuels, à toutes les manifestations possibles donc de stress oxydatif, c'est le principe fondamental de la sécurité juridique, autrement aussi appelé le principe de l'égalité qui a été évoqué par mon collègue Pierre Rainville. Donc le principe de l'égalité, celui-là même que le philosophe du droit Lon Fuller considérait comme étant au cœur de ce qu'il appelait la moralité interne du droit. Donc qu'est-ce que la sécurité juridique en matière de discours haineux? C'est tout simplement le principe qui a déjà été évoqué, à savoir que les normes qui régissent les contours de la parole acceptable doivent être un tant soit peu claires et prévisibles. Si c'était la subjectivité individuelle qui définissait le seuil d'intervention du droit, les gens qui s'expriment sur des sujets un tant soit peu controversés ne pourraient jamais savoir où se situe le domaine de l'interdit. Chaque individu pourrait devenir l'équivalent d'un législateur capable de réécrire les normes à tout moment. Donc, ce serait vraiment une imprévisibilité qui serait justement contraire au principe de sécurité juridique. Et à ce moment-là, ce sont les conditions de possibilité même de la délibération publique qui seraient détruites, et on pourrait même dire les fondements de la démocratie qui seraient sapés. Donc, comment le droit parvient-il à distinguer le discours offensant du discours haineux tout en évitant le péril de porter atteinte au principe de sécurité juridique? Eh bien, on l'a déjà dit en recourant à des normes objectives. Pierre Bosset parlait de l'importance d'emprunter les yeux d'un tiers pour se décentrer de soi-même, mais y compris du juge aussi, c'est-à-dire se décentrer par rapport à la prétention d'une victime de discours haineux, se décentrer aussi des biais subjectifs potentiels du juge. Il doit faire l'effort fictif de se mettre à la place d'un citoyen ordinaire ou d'une personne raisonnable pour trancher les litiges en matière de liberté d'expression. Et ça rejoint les propos de l'ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, Benjamin Cardozo, qui ont été cités par Watcott. Une jurisprudence qui n'est pas constamment mise en rapport avec des normes objectives ou externes risque de dégénérer en une jurisprudence érigée sur de simples impressions ou sentiments. Or, c'est ce que le droit, dans son état actuel, du moins, cherche à éviter, à l'opposé de la direction dessinée par les neurosciences. Et donc, je vais passer plus vite là-dessus pour respecter la limite de temps qui m'a été impartie. Quel apport, en somme, quel apport des neurosciences au débat sur les limites de la liberté d'expression? Donc, je reprendrai volontiers la formule de Stephen J. Morse, qui est un juriste américain qui a beaucoup travaillé sur la question de l'impact des neurosciences sur les fondements de l'imputabilité. Et il parlait de Brain Overclaim Syndrome, qu'on pourrait traduire par le syndrome de l'exagération neuroscientifique ou de la surenchère neuroscientifique, à savoir cette tendance à penser que certaines découvertes à propos du cerveau vont conduire inévitablement à des changements moraux ou légaux. En fait, en matière de liberté d'expression, je pense que les prétentions de certains sont largement, elles aussi, relèvent largement de la surenchère. Et donc, c'est sur cette note conclusive que se concluent mes propos. Merci.